Bonjour et bienvenue dans ce cours de géométrie avancée, géométrie sans formule ni calcul, cours pour l'épreuve de calcul du Taj-Mahal. Aujourd'hui on va parler des 5 principales propriétés qui nous aident à résoudre sans calcul ni formule les exercices de géométrie. J'entends par là les triplés pythagoriciens, la transcendance de pi, la symétrie, les échelles, les valeurs aberrantes et l'encadrement de valeurs. Ce cours fait partie du programme Battre le Taj-Mahal qui comporte plus de 50 cours dans les 6 sous-tests du Taj-Mahal, des tests blancs et des milliers d'exercices. Vous pouvez retrouver le programme sur notre site dont le lien apparaît en bas de l'écran. Première méthode qui nous permet d'accélérer les problèmes de géométrie, ce sont les triplés pythagoriciens. Qu'est-ce que c'est les triplés pythagoriciens? C'est des séries de valeurs qui vont donner un triangle rectangle. Okay? Autrement dit, si j'ai un triangle dont les dimensions c'est 3, 4 et 5, j'ai forcément un triangle rectangle. J'ai un triangle rectangle comme ça qui fait 3, 4, 5. Pourquoi au fond? Parce que 5 au carré c'est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Si j'en ai un qui fait des dimensions multiples de 5, 12, 13, c'est la même chose. Enfin, le troisième qu'on va connaître, c'est 8, 15 et 17. Donc toujours la même chose. Si j'ai un triangle, il y a un côté qui fait 8, un côté qui fait 15, un côté qui fait 17, alors c'est un triangle rectangle. Bien. Pourquoi c'est utile? Au-delà de ces 3 cas, tous les multiples vont fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un triangle qui a des dimensions 6, 8, 10, alors il est rectangle. Si j'ai un triangle ici qui va avoir, je ne sais pas, 5 tiers, 12 tiers et 13 tiers, alors il est rectangle. Pareil pour la dernière, si j'ai ici 88, 165, 187, vous reconnaissez les multiples de 11, on a écarté ici les deux nombres du 15, on a mis la somme au milieu, donc le 6, on a bien des multiples de 11, et bien c'est encore un triangle rectangle. Donc, application de ces triplés pythagoriciens. J'ai ici un triangle rectangle. On me dit le côté ici vaut 40 et le côté ici vaut 104. Pour trouver la réponse d'une manière formelle, qu'est-ce que je fais? BC au carré est égal au carré de l'hypoténuse, donc AC au carré moins le carré de l'autre côté. AB au carré, autrement dit, je sais que BC au carré va être égal à 104 au carré moins 40 au carré, et que BC va donc être égal à racine de 104 au carré moins 40 au carré. Alors, pourquoi je ne vais pas aller calculer ce 104 au carré moins 40 au carré? Ça fait la racine d'un assez grand nombre. 104 au carré, on va être au-dessus de 10 000. 40 au carré, on est autour de 1600, on est même à 1600 exactement. Donc on va être à faire une racine qui va tourner sans doute autour de 8700, 9000. Et évidemment, elle va être difficile à faire cette racine-là. D'autant plus que on ne nous propose pas des propositions éloignées, on nous propose des propositions qui disent 91, 92, 93, 94, 95. Donc ce serait beaucoup de temps perdu. Mais est-ce qu'on a une autre méthode? Oui, on a une autre méthode. Justement, les triplés pythagoriciens. C'est-à-dire que je vais remarquer ici, quand je suis un petit peu entraîné à voir toutes ces histoires de triangles, que 40, c'est 5 fois 8. Et que 104, c'est 13 fois 8. Autrement dit, si j'ai un triangle rectangle ici, je suis dans mon triplet pythagoricien 5, 12, 13. D'accord? Donc 5, 12, 13. Donc ici, j'ai 5 fois 8. Ici, 13 fois 8. Le troisième côté, c'est 12 fois 8. Et clairement, je préfère faire le calcul 12 fois 8 qu'une racine d'un nombre autour de 9000. 12 fois 8, c'est combien? 8 fois 10, 80. 8 fois 2, 16. 96. Donc réponse D. Deuxième propriété qu'on va utiliser pour simplifier beaucoup d'exercices de géométrie, c'est la transcendance de pi.
Alors, on n'est pas certain que pi soit transcendant, en tout cas il est irrationnel, et de toute façon on ne va pas s'intéresser à l'aspect mathématique de cette propriété-là. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pi c'est 3, 14, 159, 26, 53, etc., etc., etc. Mais ce 3, 14, 159, 26, 53, on peut le continuer jusqu'à l'infini. Ok? On ne pourra jamais tomber sur un nombre juste. Ou en tout cas un nombre qui s'arrête. Il est infini et ça ne se répète pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un cercle, d'accord, avec un rayon entier, par exemple un rayon de 12, je sais que ma formule pour calculer la surface du cercle, c'est pi fois le rayon au carré. D'accord? Donc c'est pi fois 144. Pi fois 144. Bon, ça va être autour de 450. Je ne vous fais pas les calculs très détaillés, mais on va dire que c'est 447,983,2,1,8,2,3, etc., etc. J'invente bien entendu les décimales. Mais en tout cas, on ne pourra jamais tomber sur un résultat juste. Même pas entier, on ne pourra jamais tomber sur un résultat juste, un résultat décimal. On ne pourra jamais exprimer l'aire de ce cercle-là sous la forme d'une fraction. Même en 150e, en 300e, n'importe quelle unité, on ne pourra jamais tomber sur un résultat juste. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on va travailler autour d'une surface, ou même d'un périmètre, d'un volume, qui va dépendre de pi, donc d'une section un petit peu rond, que ce soit une sphère, un cercle, un disque, alors la réponse, ce sera toujours exprimée en fonction de pi. D'accord? Ce sera toujours, on va dire, A pi. Mais on ne pourra jamais enlever notre pi de nos calculs. D'accord? Ce ne sera jamais une valeur exacte. Donc on aura toujours pi dans l'expression de la valeur. Et de manière inverse, si j'ai un carré, par exemple, ou toute autre figure qui va être vraiment droite, qui fait 5 sur 5, qui a donc une surface de 25, cette surface, je ne vais jamais non plus pouvoir l'exprimer en fonction de pi. Je vais uniquement avoir un nombre. Je vais noter b. Parce que quel que soit le nombre de décimales que je vais mettre dans mon nombre sur le côté, je peux avoir 5,250214, etc., etc. Sachant que l'expression de pi est infinie, et pi est irrationnel, et ces décimales ne se répètent pas, je ne tomberai jamais sur un résultat qui sera multiple de pi, sauf à avoir évidemment comme dimension, par exemple, pi, ici. Si j'ai un carré côté pi, évidemment j'ai pi au carré. Mais c'est le seul cas où je pourrais partir d'une figure droite et avoir un résultat exprimé en fonction de pi. Donc, dès que j'ai une figure qui va avoir des sections un petit peu arrondies, je vais avoir du pi dans l'expression de la surface, dans l'expression du volume, dans toutes les expressions. Et si j'ai une figure droite, je n'aurai jamais l'occasion de l'exprimer en fonction d'un facteur de pi. Quelques exemples maintenant. Dans cet exemple, on avait une figure qui prenait plus ou moins la forme d'un trapèze auquel on aurait rajouté un demi-cercle. Et donc on comprend bien que trouver l'aire de cette figure, ça va être un petit peu long, d'accord? On va devoir faire plusieurs calculs, essayer de trouver les aires, de trouver les dimensions ici, pour trouver le rayon, pour calculer le demi-cercle, etc., etc. Ça va nous prendre du temps. Quand on voit une question comme ça, la première des choses à se dire, c'est est-ce que les propositions, à leur simple lecture, ne me permettent pas de trouver la réponse? Évidemment, à première vue, on n'a aucune idée de quelle peut être la réponse. Mais si on a compris cette notion de transcendance de pi, on sait qu'on peut séparer la figure en deux ici. On a une aire rouge qui est totalement carré, un carré dans le sens que ses dimensions sont droites, évidemment c'est pas un carré, mais on a quelque chose qui est fait à partir d'une figure à dimension droite, plus cette aire-là que je mets en bleu, okay, qui vient d'un demi-cercle. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent. On est d'accord que l'aire de cette figure, c'est quoi? C'est l'aire rouge plus l'aire bleue. Évidemment, c'est la somme des deux aires. Et si on a compris cette notion de transcendance de pi, d'accord,
qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire que cette aire rouge, d'accord, on peut la noter sous la forme d'un nombre. Hein. Cette aire rouge, ça peut être 132, 234, 28, mais en tout cas, ça ne peut jamais être 12 pi ou 14 pi. Et inversement, cette aire bleue, eh bien, on est certain qu'on ne peut pas l'exprimer sous la forme d'un nombre. Ça ne peut pas être 12, ça ne peut pas être 14, ça ne peut pas être 27. C'est forcément un facteur de pi. Donc c'est, par exemple, 12 pi, 18 pi, 22 pi. Autrement dit, on va noter ça y pi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une aire qui est une certaine quantité de nombre plus une certaine quantité de pi. Il y a déjà plusieurs réponses qu'on peut éliminer. D'accord ? On peut éliminer cette réponse, 282, parce qu'à aucun moment on nous parle de pi. On peut éliminer 71 pi sur 16. Pourquoi ? Parce que 71 pi sur 16, ça pourrait éventuellement être l'aire bleue, mais ça ne pourra jamais être l'aire de la figure entière, parce que la figure entière, elle a cette section-là, qui est totalement droite et qui peut être exprimée uniquement avec un nombre, et pas en fonction de pi. Et il nous en reste 3 qui à la fois combinent pi et un nombre. Et là, on va arriver à un deuxième niveau de raisonnement. C'est que c'est la somme de l'aire rouge et de l'aire bleue, d'accord ? Donc c'est une certaine quantité de nombre plus une certaine quantité de pi. C'est bien ce qu'on a ici. 2 pi sur 5 plus 11, d'accord ? Mais ici, qu'est-ce qu'on a ? On a 6 pi sur 8 moins 15. Alors 6 pi sur 8 moins 15, ça pourrait éventuellement être une aire de cette forme-là, d'un cercle auquel on aurait retiré un bout aux sections droites. Hein, une aire en fonction de pi moins une aire droite, mais ce n'est pas la somme des deux aires. Inversement, 25 moins 4 pi sur 12, ça pourrait être l'aire d'une figure droite auquel on a retiré un cercle ou une section de cercle. Mais ça ne peut pas être ici, la figure ici, parce qu'on a une aire de figure droite plus une aire de figure arrondie, donc en fonction de pi. Sans avoir à faire aucun calcul ni même à réfléchir, on répond cette réponse, la réponse A. Et au fond, c'est aussi simple de traiter cette question, une fois qu'on est un petit peu entraîné autour de pi et de comment on va exprimer des figures qui prennent pi, que de dire, voilà, quelle est la surface de l'appartement de Paul, 60 mètres carrés, 90 kg, 110 €, 220 volts ou 42 ans. D'accord ? Moi, si on me pose cette question-là, je sais évidemment que c'est 60 mètres carrés. Vous le savez vous aussi, parce que l'aire de son appartement, on ne va pas l'exprimer en euros ou en volts. Eh bien, ce genre de question, une fois que vous avez un petit peu d'entraînement, de vous paraître aussi simple, aussi trivial. Une autre des propriétés qui va nous servir, et qui nous sert peut-être même autant à simplifier les calculs, c'est la symétrie et les échelles. Symétrie. Alors symétrie, on va rappeler ce que c'est, tout simplement, c'est que si j'ai cette figure-là, que je vous dessine ici, avec une zone hachurée en vert au milieu, je peux tracer ici ce qu'on appelle un axe de symétrie. Pourquoi ? Parce que si on repliait l'un sur l'autre, les deux côtés ils se superposeraient parfaitement. Qu'est-ce que je sais sur les axes de symétrie ? Eh bien, c'est que de chaque côté de l'axe de symétrie, j'ai les mêmes dimensions. D'accord ? Ici, la surface verte là, elle est égale à la surface verte là. La surface du carré défini par l'axe de symétrie là, c'est la même que celle à droite. Donc là où ça va simplifier les calculs, c'est que si j'ai une figure un petit peu compliquée mais que je peux simplifier avec un axe de symétrie, j'ai juste à calculer dans une partie qui est symétrique et après de multiplier par 2 si j'ai divisé en 2, 4 si j'ai divisé en 4, etc., etc. Les échelles maintenant, c'est à peu près la même logique. C'est que si je prends cette figure-là et que je la mets à l'échelle, ça veut dire que par exemple, j'en fais une plus grande, d'accord ? Je double chacune de ces dimensions. Hop, comme ça. Ou même que je vais l'aplatir, c'est-à-dire que je vais modifier une seule des deux dimensions, comme ceci. Ou bien encore que je vais modifier les deux dimensions, mais d'un facteur différent. Peut-être que je pourrais réduire celle-ci et augmenter celle-ci. Dans toutes ces figures-là qui sont à l'échelle, évidemment les dimensions sont différentes, parce que ici, l'aire verte est plus grande que l'aire verte ici, mais le rapport entre les aires et le rapport entre tout ce qu'on pourrait trouver comme autre aire, par exemple l'aire de cette partie-là, est similaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, l'aire de la partie verte sur l'aire de la partie rouge, ou l'aire de la partie verte sur l'aire totale,
est égal dans chacune des figures. Et pareil, ça va nous servir à simplifier les problèmes. Alors pourquoi ça va nous servir? Tout simplement parce que quand je vais avoir un problème avec des dimensions qui ne me plaisent pas, d'accord, un 19 ici et un 23 ici, tout simplement je vais les supprimer et je vais dire, bon maintenant moi je veux plus que ce soit 19, je veux que ce soit 2 et 3, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Et ça je vais pouvoir le faire quand c'est une question où on parle de ratio et pas une question où on parle de valeur. Un petit exemple. On a ici un rectangle A, B, C, D, dont on a divisé en 3 chaque côté. D'accord? Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris le centre du rectangle et on a relié les divisions qu'on vient de faire à ce centre. Ensuite, on a relié, encore une fois, ces points-là, et on a colorié en noir toute cette partie-là. Ce qu'on nous dit, c'est que l'aire totale du rectangle, c'est 798, et on nous demande de calculer cette aire-là coloriée en noir. Alors, à première vue, ça paraît très compliqué. En fait, c'est typiquement le genre de question où on va utiliser la symétrie et les échelles pour rendre le problème beaucoup plus facile. D'accord? Pourquoi? Parce que l'aire noire, ici, c'est quoi? C'est l'aire totale, 798, d'accord, du rectangle, fois le rapport aire noire sur aire totale. D'accord? Je n'ai pas besoin de calculer précisément le total de l'aire noire. J'ai juste besoin de savoir si l'aire noire ici, elle vaut un tiers de la surface, un quart, un huitième, un douzième ou une toute autre valeur. Mais alors comment je vais faire ça? Déjà, je vais remarquer que la figure elle est symétrique. C'est-à-dire que ici, on a un axe de symétrie. C'est-à-dire que je peux étudier le côté du haut plutôt qu'étudier la figure complète. Et là, vous comprenez la logique. Il y en a un autre ici. Ça veut dire que je peux étudier juste, par exemple, le petit côté en haut à gauche, plutôt qu'étudier la figure complète. Le petit côté en haut à gauche, je vous le redessine ici. Et qu'est-ce qu'on sait? La figure, elle avait été divisée en 3. D'accord? Imaginons que je l'ai divisé en 6, que je l'aurais divisé en 6. Qu'est-ce que ça aurait fait? J'aurais redivisé en 2 chacune des parties, on est d'accord? Bon. Ça veut dire que j'aurai ce trait-là toujours, et j'aurai un deuxième trait ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, en fait? J'ai 3 parties, d'accord? Une qui est totalement blanche, une deuxième qui est totalement blanche, et une qui est moitié noire, moitié blanche. Autrement dit, dans cette partie-là du dessin, j'ai 1/6 de noir. Et ce rapport-là, il se vérifie dans le reste de la figure, d'accord? Donc je sais que dans ma figure entière, j'ai 1/6 de noir. Si jamais je n'avais pas pu trouver ça moi-même, j'aurais pu me mettre des dimensions arbitraires, hein. J'aurais pu me dire que ça vaut 2, et ça vaut 3, donc ici c'est 2, et ici c'est 1. Et j'aurais fait mon petit calcul, l'aire ici c'est 1 fois 2, autrement dit 2, ici c'est 1 fois 2, autrement dit 2, ici c'est aussi 2, et quel est le rapport entre les deux aires? Eh bien, j'aurais fait ici la surface du triangle 2 fois 1 divisé par 2, autrement dit 1 et 1. J'aurais pu faire mon calcul comme ça, mais si je voyais dès le début que c'était 1/6, autant le prendre. Donc 1/6 de la figure est noire. 798 divisé par 6, c'est peut-être le point qui est un petit peu calculatoire de ce calcul, mais pas tant que ça. Pourquoi? Regardez, 798 divisé par 6, je sais bien que je peux simplifier par 2, c'est pair en haut, c'est pair en bas. Qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir 399 sur 3. 399 sur 3, c'est très facile. 300 sur 3 plus 99 sur 3, ça fait quoi? Ça fait 100 plus 33. Autrement dit, 133. 133, c'est ma réponse B. Parfois, on n'a pas de formule et c'est encore plus simple parce qu'on va juste devoir chercher quelle pourrait être la valeur. D'accord? C'est la logique qui va nous restreindre aux réponses.
Par exemple, imaginons qu'on cherche une aire. Ben, une aire, on sait qu'elle va devoir être positive. Okay, on ne peut pas avoir une aire de moins 14. Donc imaginons qu'on ait une question sur les aires et qu'on nous dise que vaut l'aire de ce carré. Moins 20, moins 30, moins 60, moins 90 ou 12, on est certain que ce sera 12. Et dans un cas où c'est encore plus intéressant, c'est quand on parle de ratio, d'accord? Par exemple, on va nous poser la question, une boîte cubique de côté 90 cm va contenir 9000 balles de golf, d'accord? Donc on voit bien la situation, on a des balles de golf dans une caisse. Que vaut le ratio entre l'espace libre et le volume de la caisse? Bien, dès la lecture de l'énoncé, je me rends compte de quoi? Le volume laissé libre, malgré les balles de golf, il est inférieur au volume de la caisse, hein, vu qu'on en a utilisé. Et il est forcément d'une valeur positive. Autrement dit, soit l'espace libre qui reste, c'est 30%, 50%, 60%, mais en tout cas, il est toujours supérieur à 0, il est toujours inférieur à 1, d'accord? Donc le ratio qu'on cherche, il est compris entre 0 et 1. Et la première chose qu'on va faire dans une question comme ça, qui est un petit peu compliquée, parce qu'on nous dit que c'est 90 cm de côté, et qu'il y a 9000 balles de golf, donc 9000 balles qui sont des petites sphères d'un diamètre de 40 mm, le calcul va être plutôt compliqué à faire. Donc déjà, regardons si on ne peut pas répondre à partir des propositions. On sait qu'on cherche une réponse qui est comprise entre 0 et 1. C'est quoi les propositions? 1 moins 7pi sur 16, 1 plus 7pi sur 16, 2 moins 5pi sur 16, 3pi sur 8 ou 1 moins 3pi sur 16. D'accord? Et nous, on sait qu'on cherche une valeur comprise entre 0 et 1. Lesquels on peut éliminer? 1 moins 7pi sur 16, on peut l'éliminer. Pourquoi? 7pi, ça fait quoi? Ça fait 21, 22, peut-être même plus que 22. Mais bon, en tout cas, ce sera un nombre plus grand que 1. Donc ça va faire 1 moins 1 quelque chose. Autrement dit, ça va être un nombre négatif. C'est pas entre 0 et 1. C'est pas possible que ce soit celle-ci. 1 plus 7pi sur 16, j'en parle même pas. Ça fera 2 et quelques. Donc non, c'est pas possible. 3pi sur 8. On sait que pi c'est 3,14 à peu près, donc ça fera 9 et quelques sur 8, c'est une valeur plus grande que 1, c'est pas possible. Et maintenant, 2 moins 5pi sur 16, sans doute la plus compliquée à traiter, mais on sait que pi c'est égal à quoi? C'est entre 3 et 3,2. Donc je sais que ce sera 5pi, ce sera supérieur à 15, et ce sera inférieur à 3,2 fois 5, donc 3 fois 5 ça fait 15, 0,2 fois 5, ça fait 1, donc ce sera compris entre 15 et 16, d'accord? Mais en tout cas, ce sera inférieur, strictement inférieur à 16, parce que là j'ai pris 3,2 alors que c'est 3,14. Donc ça fera 15,70, 15,80, quelque chose comme ça. En tout cas, 5pi sur 16, ça fera moins de 1. Donc ça fera 2 moins 0,90 quelque chose, et ça me fera 1, quelque chose. Ce sera supérieur à 1, c'est pas possible que ce soit 2 moins 5pi sur 16. Il me reste plus que 1 moins 3pi sur 16. Est-ce que c'est bien une réponse logique? Oui, regardez, 3pi, ça nous fait 9 quelque chose, 9,5 divisé par 16. Ça nous donne bien un nombre inférieur à 1. Ça nous donne quelque chose qui est autour de 2 tiers, autour de 60%. Donc ça fera 1 moins 60%, ça fera à peu près 40% d'espace libre, d'accord? Donc oui, c'est la seule réponse possible, elle est parfaitement cohérente. Je réponds E, je ne me pose pas de questions. Et enfin, dernière astuce, l'encadrement de valeur. Alors comme on a pu ici trouver un ratio, des limites, on va faire la même chose pour des figures où on cherche des dimensions. On a ce problème où on nous dit qu'un agriculteur divise en 2 parcelles son champ carré d'une surface de 100 mètres carrés. D'accord? Et que pour cela, il va enlever une petite partie du champ et on nous donne un certain nombre de dimensions. Je ne vais pas les recopier au tableau parce qu'on ne va pas les utiliser. D'accord? On nous dit que vaut l'aire blanche. Et avant de se lancer dans les calculs ici, on va se poser la question de savoir, oui, qu'est-ce qu'elle peut valoir? Soit on va pouvoir trouver la réponse directement avec, et on aura fait une très bonne opération, soit on ne va pas trouver la réponse directement avec, mais ça nous aidera parce qu'on pourra détecter une éventuelle erreur dans notre calcul.
Alors ici, on a un champ de 100 mètres carrés, d'accord? Et on nous demande que vaut ici la partie blanche, la grande partie du champ. Donc, on sait que c'est supérieur à la moitié, on est d'accord, hein? Si on coupe le champ en deux avec la diagonale, ici l'aire blanche, elle occupe plus de la moitié. Et comme il y a un petit bout de noir ici, on sait que cette aire, elle est inférieure à l'aire totale du champ. Okay? Donc l'aire, elle est plus petite que 100 mètres carrés, le champ dans sa totalité, et elle est plus grande que la moitié du champ, donc plus grande que 50 mètres carrés. Maintenant, on nous demande une valeur en centimètres carrés. D'accord? Donc en centimètres carrés, ça fait combien? Mètres carrés en centimètres carrés, petit rappel, si ça ne vous paraît pas clair, vous pouvez retourner voir le cours sur les unités. On a notre tableau ici avec des mètres, des décimètres, des centimètres. Et comme on est en train de parler d'unités carrées, chacune des colonnes, on doit la diviser en 2. Donc 50 mètres en centimètres carrés, ça fait combien? 50 mètres, je rajoute des zéros pour arriver au centimètre, ça fait 500 000 centimètres carrés. D'accord? Donc l'aire, elle est comprise entre 500 000 centimètres carrés et 100 mètres carrés, autrement dit 1 million de centimètres carrés. Est-ce que j'ai plusieurs valeurs entre 500 000 et 1 million? Non, j'ai juste 680 000. Aucun calcul à faire, je suis certain que la bonne réponse c'est 680 000. Voilà pour les 5 techniques qui permettent vraiment de simplifier les problèmes de géométrie. Je ne vous dis pas qu'ils sont applicables sur tous les exercices, mais honnêtement, une grande majorité des problèmes peuvent être traités sans les formules, ou en tout cas sans connaître toutes les formules. Si vous souhaitez explorer les autres aspects du calcul, notamment tout ce qui va être vitesse, moyenne et tous les autres grands classiques, ou même aller plus loin dans les autres techniques avancées de résolution des problèmes, par exemple les techniques pour résoudre cette fois-ci les problèmes mathématiques sans formule, je vous invite à regarder les vidéos qui apparaissent en ce moment en bas de l'écran. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du reste du contenu, retrouver tout le reste du contenu sur le site internet, que ce soit les autres cours de calcul, mais également de raisonnement, argumentation, de conditions minimales et de tous les autres sous-tests, les exercices et les tests blancs. Enfin, si vous appréciez le programme, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Merci et à très bientôt pour un nouveau cours.